comme l'a dit Clémentine, certainement aucune recette miracle ce soir. Il y aurait des recettes miracles à partir de l'INRA, vous seriez déjà bien au courant. On aurait déjà publié ça dans vos journaux et partout. Je suis très heureux d'être accueilli ici, et notamment chez mes amis de la Confédération paysanne que je fréquente depuis assidûment, depuis bientôt 30 ans, je crois. Donc un compagnon de route assez fidèle de nos amis confédérés, comme je les appelle. Par contre, pour être honnête avec vous, on est jeudi soir, il est 9h15 déjà, et je me demande si vous avez bien fait de venir. Parce que franchement, elle a beau dire que je suis directeur de recherche, vous avez vu ce titre, quoi. Des ressources fourragères à construire en tenant compte du point de vue des animaux. Non mais, des ressources fourragères à construire, je ne crois pas que ce soit un problème de traduction. Et puis, le point de vue des animaux, cette vache aurait quelque chose à nous dire de plus intéressant que ce soir sur la 2. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je pense que quand même, au départ, une ressource fourragère, c'est ça, quoi. Il n'y a pas des débats, on ne va pas faire 3/4 d'heure là-dessus, quoi. Hein. Ici, c'est une herbe, une graminée, le pâturin en français, poa annua en latin. Et effectivement, c'est une idée qui domine encore vraiment partout, encore en Europe, et à l'INRA aussi. La ressource pâturée, c'est l'herbe. Et je surprends encore beaucoup de mes collègues à l'INRA de dire, bon, un pâturage, c'est une prairie. Pâturage et prairie, c'est un peu le même mot, quoi. Ça veut dire la même chose. Et je vais commencer par vous amener à l'autre bout un peu du pays. On est en Savoie, dans des montagnes qui ressemblent pas complètement aux montagnes basques, mais quand même un peu du même genre. On est dans le massif des Bauges, donc massif calcaire. Et les éleveurs, ils montent en estive chaque été leurs vaches laitières, fabrication de fromage fermier, Tom des Bauges, très apprécié, avec un label, aussi leur génisse. Et sur des pâturages, comme vous voyez, il y a de l'herbe, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des broussailles, des buissons, des jeunes arbres, des arcos, ils appellent ça, de l'aulne vert qui envahit. Et quand on discute, quand ces éleveurs viennent voir ici c'est une génisse de 3 ans, et si en tant que chercheur, après avoir passé du temps avec ces animaux là-haut, je leur demande, mais qu'est-ce qu'elles mangent vos vaches? Ils me regardent. Vous avez fait combien d'années d'études? Vous me demandez qu'est-ce que mange ma vache? Elle mange de l'herbe. Alors, comme on a passé effectivement quelques semaines avec ces animaux dans ces parcs là-haut, c'est en parc, hein, on leur dit oui, c'est sûr, elles mangent de l'herbe. Mais pas que ça. Et puis ici, voilà, elles ont l'air de s'intéresser à tout un tas d'autres choses. Alors, la réponse est immédiate. Ouais, mais ça, c'est du jeu. Elles jouent. Alors, on leur dit, ça, c'est possible, mais elles sont super joueuses, vos vaches. Parce qu'elles passent à peu près 30% du temps de leur repas et de leur journée à manger autre chose que de l'herbe. Et puis, ça fait aussi, on a mesuré ça, prise alimentaire par prise alimentaire, on a compté toutes les prises. Ça fait à peu près 30% du régime aussi. Ah bon? Alors, deuxième réponse tout de suite, ouais, mais ça vaut rien. C'est pas avec ça qu'on fera du lait. Alors, quand on insiste en leur montrant comment leurs propres vaches n'ont pas l'air d'accord avec leurs éleveurs, quoi, hein, sur ce que c'est vaut, ce que ça vaut pas, ils nous disent la plupart quand même, surtout les jeunes, oui, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment regardé ce qu'elles font là-haut. Et ça nous rend curieux, on va peut-être regarder un peu plus ce qu'elles mangent. Mais c'est vrai que ces montagnes sont grandes, ils passent pas comme nous la journée à suivre ces vaches, donc c'est pas leur métier d'ailleurs. Et de toute façon, c'est normal ce genre de réaction parce qu'en Europe, domine vraiment encore actuellement ce qu'on appelle la culture de l'herbe. Culture au sens aussi culturel, quoi. Hein. La pensée, et avec le modèle, c'est évident, et l'INRA a beaucoup travaillé à le mettre en place, la culture de la vache laitière dans l'ouest de la France. Ça vient aussi du Canada, des États-Unis, où un pâturage, c'est de l'herbe. Et c'est pas que pour les vaches. Ici, je vous ai mis des photos de brebis
néo-zélandaise, le pays idéal. Il pleut, ça pousse, on broute, ça repleut, il repousse, on rebroute. Donc c'est un pays magique, quoi. Y a pas, voilà, et puis bon, aussi ici quelques chèvres anglaises, mais qui pareil sont menées à la pâture. Vous connaissez très bien, je ne vais pas vous embêter avec ça. Le modèle vache laitière, hauteur d'herbe, densité d'herbe. Ici on déplace éventuellement le fil. En tout cas, biomasse, valeur nutritive de l'herbe donne la valeur de la prairie. Ça s'accompagne, hein, c'est quelque chose qui se travaille, je ne vous apprends rien, cette culture de l'herbe, bon, en prairie semée, hein, pour dont je vous parle maintenant, fumée aussi, avec parfois des engrais, y compris minéraux. Là, je vous ai remis une ancienne publicité, mais enfin, le slogan est intéressant, traiter sans tarder pour mettre la nature au propre. Donc, il y a l'idée quand même du sale et du propre. Ça, c'est quelque chose qui vraiment est très général dans beaucoup de pays, et notamment en Europe. Dans cette culture de l'herbe, d'après vous, comment l'animal est considéré? Considéré au sens qu'est-ce qu'on attend de lui? Bon, vous n'osez pas répondre, je vous mets une image. On attend de lui qu'il broute assez uniformément, si possible, on lui a préparé, c'est normal, on a fait ce qu'il fallait, une herbe de qualité, en quantité, en valeur nutritive. Il ne s'agit pas qu'il fasse trop le compliqué, quoi, hein, c'est clair. Et soyons honnêtes, c'est un système qui fonctionne bien, c'est des modèles qui ont un franc succès, et tout se comprend, c'est-à-dire il y a une abondance d'herbes jeunes et feuillues de bonne valeur. J'ai un peu regardé par la fenêtre aujourd'hui, elles sont parfois un peu moins jeunes, mais parce que je crois qu'il y a une belle sécheresse quand même qui s'est imposée à vous. Autre chose, elle est facile à prélever, il n'y a pas besoin d'être très intellectuel comme animal pour savoir comment manger ça. Les animaux, souvent, et ça c'est important, on va y revenir, les animaux ne connaissent souvent que ça comme aliment hors bâtiment. Attention, je ne parle pas du Pays Basque que je ne connais pas, je parle du modèle vache laitière en général. On est d'accord? Voilà. Ils ne connaissent que ça, c'est-à-dire ils sont dans les bâtiments, puis on les sort dans la pré, puis on les remet au bâtiment. Il y a souvent des pays avec des hivers longs, hein, ce qui n'est pas le cas ici, semble-t-il, où on reste quand même plusieurs mois à l'étable, sans sortir, parce qu'il y a de la neige et tout. Et puis, en fait, souvent, ces animaux, c'est vrai qu'à force de sélectionner, d'être tendus par la nécessité de tirer un revenu, ils ont souvent faim du fait de leur haut niveau de production. Donc, c'est un système qui fonctionne très bien. On est ici en vache laitière. Je vous amène ici dans les Hautes-Alpes, mais enfin bon, avec des brebis. Ça fonctionne très très bien là aussi, on déplace le fil. Mais, c'est pour ça que j'ai été invité aujourd'hui, changeons de décor. Ah, eh oui, il y a de l'herbe. Ce n'est pas un effet du vidéoprojecteur, c'est quand même assez vert. Mais il y a l'impression qu'il y a tout un tas de sortes d'herbes différentes. Il y a au milieu une espèce de mare ou une tourbière. Après, il y a d'autres choses, il y a des espèces de buissons. Dans la pente et les rochers, il y a toujours de l'herbe, mais ça s'est sali, on va dire, quand même, comme disent beaucoup d'éleveurs. Alors là, c'est pas un effet de la photo, mais on se demande si on a bu un coup de trop. On est en Écosse, mais enfin, on pourrait être aussi dans le Massif central, ou peut-être ici, vous n'avez pas trop de calune, je crois. Hein. Vous avez de la calune aussi, très bien. Donc, il reste un peu d'herbe dans les trous, mais enfin, franchement, ouais, quoi. Hein. Est-ce qu'on peut appeler ça encore une pâture? Pas sûr. Là, on commence vraiment à déprimer, quoi, avec l'envahissement par du genêt. Là, on est en Drôme. Alors, il est en fleurs, c'est joli sur la photo. Mais enfin, l'herbe, on commence à la chercher quand même. Hein. Bon, je vous ai mis exprès quand même une photo avec une châtaigneraie. Je connais personnellement ça plutôt dans les Cévennes. Je connais pas trop. Je sais qu'il y en a ici, mais j'en ai pas encore vu. Bon, en sous-bois de châtaigneraie, on compterait sur les châtaignes, mais enfin bon, l'herbe, là, j'ai mis une photo, il y en a. Hein, bon. En tant que scientifique, c'est vrai que mes collègues et moi-même, au départ, on se dit, bon, qu'est-ce que ça peut accueillir comme bétail, cette affaire? Il n'y a pas grand-chose, quand même. Et puis surtout, comment on va s'y prendre pour savoir combien on en met Alors, on s'y prend avec les moyens qu'on a. L'approche classique, les moyens, je veux dire intellectuels. Hein. L'approche classique en zootechnie, bon, ben, voilà, l'exemple type, la brebis, c'est 3 agneaux. Je ne vous ai pas mis une brebis laitière parce qu'on voit moins bien, il faudrait le prendre par derrière. Quoi. C'est 3 agneaux, et qu'est-ce qu'on fait? Au pâturage comme à l'auge, on ajuste l'offre, donc
la prairie, l'herbe, à la demande alimentaire. Donc la demande alimentaire, je ne vais pas vous la faire compliquer, la méthode du bilan zootechnique c'est enseigné encore partout. C'est un peu comme comment dire, une chaudière qu'il faut remplir avec du charbon ou avec du fioul. Il y a une demande, il y a une offre. Donc la demande, c'est quoi? Le besoin d'entretien, vous connaissez ça. La brebis qui serait bloquée en bâtiment sans trop bouger, sans respirer trop fort ou trop chaud ni trop froid. On lui rajoute justement des besoins en plein air liés au fait qu'elle est dehors et qu'il y a un peu des chaleurs ou des coups de froid. Il y a aussi ses besoins de production. Ben oui, surtout celle-là, elle doit allaiter 3 agneaux. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'estimation de la valeur de l'herbe, de la biomasse de l'herbe, la valeur du pâturage. Le scientifique de service et le technicien passent pour voir si effectivement quelle valeur ça a. Et on propose généralement et de plus en plus de rajouter des compléments. Parfois, on en rajoute tellement, d'ailleurs, que certains élevages se retrouvent à confondre leurs ruminants avec des monogastriques, notamment des cochons, et on se retrouve avec des situations où des vaches laitières ou des chèvres reçoivent des telles quantités de concentré qu'elles n'ont même plus envie de manger le fourrage parce qu'elles sont blindées d'amidon et c'est beaucoup trop, quoi. Donc, si je prends une situation qui est plus celle qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire on n'est pas sur la prairie avec la brebis, c'est 3 agneaux, on est ici dans la Cévennes, sur des landes, vous voyez qu'il y a une grande diversité de choses à manger, elles ont l'air de manger avec appétit. Et puis revenons un peu sur cet ajustement de l'offre et de la demande. Ouais, mais sur ce troupeau-là, en montagne, elle est douce, hein, je ne vous ai pas mis une montagne super raide. Hein. La demande alimentaire, comment est-ce qu'on va estimer ça? Donc l'énergie par jour qu'il faut à cette brebis. L'animal se déplace beaucoup et parfois sur forte pente. Il subit les écarts thermiques. Et vous savez qu'on dépense parfois autant d'énergie, si pas plus, quand il fait trop chaud que quand il fait trop froid. Impossible d'estimer sa demande énergétique qui peut doubler d'un jour à l'autre. Donc on vous dirait c'est un UFL ou je ne sais pas quoi là, par jour, et puis ça peut être 2 le lendemain. Donc une estimation fiable de la demande alimentaire, c'est assez irréalisable. Et l'offre, eh ben, l'animal sélectionne en permanence entre les lieux, les plantes, et même les organes de plantes. Il ne fait pas comme la tondeuse, quoi. Évidemment, vous le savez bien, je ne vous apprends rien. Il trie certains organes qui lui plaisent, il mélange avec d'autres, et donc ce n'est pas la valeur de la plante, c'est la valeur de certains organes à certains moments de l'année, ceci, cela. Et surtout aussi, tous les végétaux de l'espace ne sont pas comestibles, ni même consommés. Donc, comment estimer l'offre? On n'est plus du tout dans une prairie semée, où on peut se dire qu'effectivement, tout ce qui est aérien, à part les gaines, là, tout se mange. Non, ça va trier tant et plus, et c'est normal, c'est ça qui fait le propre du pâturage en général dans le monde. Et puis en plus, on ne sait pas exactement, tous les végétaux ne sont pas de l'aliment, et en plus combien il en faut, on ne sait même pas estimer, puisque ces besoins, et notamment les besoins liés à la vie en plein air, peuvent être de 100 à 200% selon les jours et la météo. Et les pentes, je ne vous parle même pas des chèvres qui se mettent sur leurs pattes arrière, c'est une demande énergétique à chaque fois. Bien, donc à ce stade, la plupart des scientifiques, y compris à l'INRA, vous disent au revoir et à la semaine prochaine. Ou plutôt, non, au revoir et on se retrouve dans 15 ans, le jour où on aura étudié ça un peu sérieusement comment faire. Et surtout aussi, beaucoup disent beaucoup trop compliqué. On revient dans la prairie, c'est pour ça que 99% des études sur le pâturage ont été menées sur les prairies, et notamment les prairies semées, si possible monospécifiques, parce qu'avec 2 ou 3 espèces, c'est déjà un peu compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis au départ, pâturage égale prairie, tous les modèles ont été construits pour ça. C'est parce que c'est le bazar là-haut, quoi. On ne peut pas y aller avec les moyens qu'on a habituels. Et nous, on est un peu des... C'est un peu comme parfois chez vous, là, hein, avec vos 7 principes. Et oui, il y en a 7. Oui. Bon, bref, excuse-moi, je me suis autorisé quand même. On s'est dit non quand même, on va chercher ce 7e principe et on ne va pas être découragé si vite. On va retourner voir quand même parce que ces éleveurs existent, qui utilisent avec leurs troupeaux ce genre de milieu. Ils produisent, ils sont dans des AOC, ils sont dans des IGP, ils font des produits souvent excellente qualité. Et leurs troupeaux n'ont pas l'air de dépérir, donc comment font-ils? Donc on prend la route, et plutôt que d'envoyer toutes nos analyses au labo, on va voir les gens, et on discute avec eux. Et donc on commence par des gens très simples pour nous, pour un zootechnicien par exemple, que j'étais surtout au début. On va voir une situation avec alors là, Chachi de chez Chachi, hein, c'est la broussaille complète,
complète, et des chèvres laitières qui produisent de l'ordre de 7 à 6 à 800 litres de lait par an par chèvre, ce qui est pas mal quand même, hein, un pic à 5, 6 litres de lait, 4, 5 on va dire de lait, et une longue lactation, et donc une demande énergétique assez importante, et pourtant voilà ce genre de pâturage, quoi. Bon. C'est facile à dire parce que c'est facile à étudier parce qu'il y a une traite le matin, une traite le soir, c'est comme vos brebis, la plupart de vos brebis, peut-être pas toutes, peut-être que certains sont en une traite par jour, mais en tout cas, il y a vraiment un signal très clair de qualité du lait, quantité du lait produit en fonction de l'alimentation. Et donc on va, bien sûr dans ces élevages, la traite, production de fromage à la ferme les gens chez qui nous avions travaillé, la plupart, ce qui est un bon signal aussi sur la qualité du lait. Fromageabilité du lait, c'est quand même important pour les producteurs de fromage. Donc, on compare la méthode du bilan zootechnique avec les performances, donc les productions réelles des chèvres laitières. Je vous refais mon petit scénario. Là, j'ai une chèvre à l'entretien, 60 kg de poids vif, qui se maintient à son état. Vous voyez, pas grasse, mais en gros, elle ne perd pas. Les déplacements, alors on mesure tout précisément. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, mais enfin, on avait 4 km par jour. On sait exactement combien ça coûte en demande. Elle produit quand même en plein été, c'est-à-dire 150 jours après mise bas. Elle était ces chèvres-là, c'est pas juste celles-là, bien entendu, c'est les troupeaux avec qui on travaillait, autour de 2,5 litres de lait par jour en plein été. Et donc, nous, en tant que scientifiques, on va se dire qu'est-ce qu'elle a à se mettre sous la dent. Là, typiquement, par exemple, des feuillages d'arbres, c'est du chêne. Donc, on va prendre des feuilles de chêne, on les envoie au labo, on regarde leur valeur nutritive, on va chercher dans les tables de valeur de l'INRA qu'est-ce que ça vaut en fonction de la valeur nutritive, combien elle est censée manger ça. Bon, elle est censée manger juste pour couvrir ses besoins d'entretien. Pas terrible, quoi. C'est vraiment le fourrage, une bonne paille, encore, quoi, hein, bon. Et puis on regarde ce que fait l'éleveur. Là, c'était une éleveuse, par exemple. Elle est censée quand même couvrir tout le reste en foin et concentré. Et en fait, non. Qu'est-ce qu'elle distribue? 350 grammes d'orge par jour en 2 distributions. Donc vous voyez, ça ne colle pas du tout. Ces chèvres devraient être à l'état de squelette et en tout cas arrêter de produire quoi que ce soit comme lait. Pas du tout. 2,5 litres en plein été pour des chèvres qui ont mis bas fin janvier quand même. C'est pas mal. Donc on se dit, attends, il y a quelque chose de magique là derrière. On a refait ça avec des brebis laitières, des brebis pas laitières, je n'ai pas travaillé avec des brebis laitières, des brebis allaitantes, un agneau, 2 agneaux, pareil, ça collait jamais avec les références de l'INRA, jamais. Elle mangeait toujours le double à peu près de ce qu'on avait prévu. Donc on a mesuré précisément, bouchée par bouchée, combien ces animaux mangent. Ici j'ai un cas d'une chèvre, mais on a beaucoup travaillé aussi avec des brebis, des vaches. Et en fait, voilà, pas de mystère. Elle mangeait absolument le double de ce qui est prévu par la valeur nutritive des plantes. Bien. Donc on oublie les références, on peut caler une porte avec les bouquins de l'INRA sur les fourrages, on oublie ça, et puis on se dit, mais en fait, lorsqu'il s'agit d'évaluer des fourrages, on a confondu 2 choses. Et les animaux, les chèvres notamment, et les brebis aussi, nous ont confirmé, ne confondons plus ce qu'on appelle valeur nutritive du fourrage. Et c'est quoi une valeur nutritive de fourrage? Non, d'abord, ne confondons plus. Donc, valeur nutritive et valeur alimentaire, excusez-moi. Valeur nutritive, c'est quoi? C'est lié aux capacités digestives de l'animal, dans le rumen, donc essentiellement, et c'est exprimé en énergie azote par unité de matière. Donc, par exemple, quantité d'énergie par kilo de matière sèche du fourrage. C'est typiquement ce que vous aurez écrit sur le sac d'aliments. C'est autant par kilo. D'accord? Et puis la valeur alimentaire, eh bien oui, mais ça c'est très différent. C'est l'envie de manger chez l'animal, c'est la motivation alimentaire et aussi les capacités ingestives et digestives bien sûr. Et c'est exprimé en énergie azote consommée par jour volontiers, c'est-à-dire quantité d'UFL par exemple consommée par jour. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les zones de broussailles, dans les sous-bois, dans les landes, vous avez souvent des aliments qui peuvent être très riches en valeurs nutritives, si vous allez prendre les petites jeunes feuilles de prunellier ou je ne sais trop quoi encore, mais qui sont très pauvres en valeurs alimentaires parce qu'il y a des épines, parce que c'est chiant à bouffer, parce qu'il y a des poils. Donc la feuille, elle est très bonne, mais c'est difficile à prendre, on se blesse, donc les quantités mangées, ce ne sera pas terrible. Et vous avez surtout l'inverse. Des aliments qui sont
comme j'ai montré un peu mes chaînes là, qui sont moyens quand on les envoie au labo, vous avez vu, valeurs nutritives, on reviendra sur un exemple plus tard, pas terrible. Sauf que pour des raisons qu'à l'époque on ne s'expliquait pas, elles adorent manger ça. Et donc elles en mangent de telle quantité, pas nécessairement un fourrage, hein, une série de fourrages, qu'elles compensent très facilement une moindre valeur nutritive par des plus grosses quantités consommées, et du coup elles couvrent à l'aise leurs besoins, y compris de moitié de lactation, avec des fourrages de châchis, on va dire, ou de parcours. Je dis châchis, mais en fait c'est le mot qu'on va j'ai appris aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Donc pas confondre valeur nutritive et valeur alimentaire, c'est encore tout le temps le cas. Vous verrez très vite, souvent, y compris des scientifiques éventuellement, vous parlez de valeur nutritive comme si c'était de la valeur alimentaire. Non, valeur nutritive par kilo de matière, dans ce sac, c'est par kilo. C'est ce qu'on essaie de vous vendre parfois en disant oui, mais là, il est riche, il est dense. Si l'animal, un complément, vous avez certainement tous eu le cas, ou un nouveau complément que vous avez offert à votre troupeau, vos brebis font la gueule. Ou vos vaches, on a changé simplement la source de phosphore, ça a une couleur, ça a une odeur un peu spéciale, et du coup, elle refuse de manger. Excellente valeur nutritive, valeur alimentaire zéro, puisqu'elle refuse de le manger. Alors après, vous y assistez, peut-être après une semaine, elles vont s'y mettre. Mais ce qui est d'abord intéressant, c'est surtout pour vous, éleveurs, la valeur alimentaire, c'est-à-dire le bilan, valeur nutritive et quantité qu'elles vont avoir envie de manger de ça. D'accord ? Bien, donc, si je reviens pour cette longue introduction sur les différences entre ce que j'appelle système herbagé en prairie et systèmes plus pastoraux ou agro-pastoraux, parce qu'en France et en Europe aujourd'hui, personne n'est uniquement pastoral, on associe toujours de la prairie avec autre chose. En système herbagé, en fait, la qualité du pâturage dépend quand même et toujours avant tout de la structure et de la valeur nutritive de l'herbe. Structure veut dire feuillu, mais pas trop mûr, facile à manger, des petites touffes ou des grosses touffes. Donc c'est quand même l'aliment qui donne la valeur. Et en système pastoral, la qualité du pâturage dépend avant tout, et c'est là-dessus dont on va parler le reste du temps, de la motivation alimentaire chez l'animal, l'envie de manger cette gamme de choses. Dans la partie de gauche, il n'est pas très attendu que l'animal exprime des choix, commence à trier là-dedans. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la moto-faucheuse, là. C'est bien qu'il rappe ce qu'il y a, et puis après on les met ailleurs, et puis ils reviennent, et puis ils rerappent, quoi. En gros, pas besoin qu'il s'exprime trop. À droite, au contraire, il est attendu que l'animal exprime des choix, pas question qu'il mange tout ce qu'il a sous les pattes, et apprécie les mélanges de plantes variées, et c'est là-dessus qu'on va développer. Apprécie la variété. C'est ça qui est une des clés de la motivation à manger. Et c'est ça qui donne une bonne valeur alimentaire à un truc qui apparemment vaut pas grand-chose. Bien. Alors du coup, la question se déplace à comment favoriser la motivation alimentaire chez l'animal. Quand je dis l'animal, vous avez vu que je prends des exemples de ruminants. Là, je vous mets une brebis busée, une espèce d'abondance un peu croisée, d'accord ? Une chèvre alpine. Je ne discute absolument pas ni des félias, des races, ni quoi que ce soit. On en parlera dans les questions si vous voulez. C'est tout type de ruminants. C'est ce que je vais raconter là. C'est valable pour tout ce qu'on, à peu près tout le genre de ruminants. Et la motivation alimentaire, donc l'envie de manger, c'est un processus qui se pilote. Pilote veut dire on peut agir dessus selon 4 niveaux d'organisation dans le temps. Ces 4 niveaux, je vais vous amener sur l'échelle des années, l'échelle des mois, on va zoomer un peu, l'échelle des jours et même l'échelle des heures des repas. À l'échelle des années, il s'agira, vous verrez, on va, à base des expériences qu'on a acquises avec des éleveurs et des bergers, d'organiser des apprentissages alimentaires. Ça fait un peu mystérieux, mais on va en parler. À l'échelle des mois, et je ne resterai pas longtemps là-dessus, parce que vous connaissez bien, concevoir un calendrier de pâturage, différentes parcelles selon les saisons, tout ça. À l'échelle des jours, comment construire des parcs, comment réfléchir à ce qu'on met dedans, est-ce qu'il est trop grand, trop petit, mal fait, choisir les portions d'espace à pâturer. Et enfin, parce que moi j'ai personnellement beaucoup travaillé avec des bergers et des bergères, stimuler l'appétit en cours de circuit, et vous verrez que même quand il n'y a plus de berger ou de bergère, on peut tirer profit de compétences de berger ou de façon de raisonner de berger pour concevoir des parcs. Bon. Tout ça il nous reste 35 minutes, donc je ne vais pas aller extrêmement en détail, mais c'est le jeu ce soir, sinon on arriverait à 2h du matin. Bon, le premier niveau, donc, les niveaux des années, d'accord ? La vie de l'animal. Alors,
on ne travaille pas seul, hein, ce genre de questions. Et donc, moi, nécessairement, je travaille par exemple avec des collègues aux États-Unis. Là, c'est un ami, professeur à l'université de l'Utah, donc on est dans le sud des montagnes rocheuses, qui a travaillé. Il était éleveur au départ, puis après maintenant il est professeur, il a pris sa retraite il y a 3 ans. Et qu'est-ce qu'il nous dit parmi les choses intéressantes qu'il nous dit? Il nous dit les effets de néophobie. Alors ça, je vous envoie un mot un peu compliqué. La néophobie, c'est la crainte de la nouveauté. Je préfère ce que je connais déjà. Les effets de néophobie et d'apprentissage alimentaire dans le jeune âge, on parle des ruminants là, hein, ont été négligés dans les recherches scientifiques sur le pâturage, mais aussi dans le conseil technique aux éleveurs. Donc ça voudrait dire qu'il y a des choses à aller chercher du côté vraiment du jeune âge des animaux, quand elles sont très jeunes. Donc on va chercher, là je vais prendre un agneau 2 jours. Un agneau Mouré-Rousse, en Provence, 2 jours. C'est un jeune agneau, les apprentissages démarrent là, il est né avant-hier. Eh ben non, j'arrive trop tard, déjà trop tard. Ça commence in utero, dans le ventre de la mère. Et oui, alors là on le reconnaît moins, c'est pas le même d'ailleurs, mais l'embryon acquiert tout un tas d'informations. Pour rester honnête, on peut parler d'apprentissage, mais je préfère parler d'information à travers le sang, par toute une collection, alors il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers de molécules de flaveurs. Flaveurs, c'est un mélange entre odeur et goût, d'accord, lié au régime alimentaire de la mère. Quand vous êtes embryon, moi je ne me rappelle pas très bien personnellement, peut-être que vous vous rappelez, vous êtes dans le ventre de votre mère, vous connaissez que ça, par définition, et vous vous sentez bien. En sécurité, parfois pas trop de membres, enfin en gros, c'est quand même votre lieu de vie, vous baignez dans une espèce de liquide, c'est pas mal. Et vous arrive par le sang tout un tas d'odeurs, de goûts, en fait c'est un peu des goûts parce que on comprend maintenant que ça forme aussi la reconnaissance par les papilles, de plein de molécules qui sont tirées en fait du régime alimentaire de la mère gestante, ce qu'elle mange les 2 derniers mois de gestation, typiquement. Et donc après la naissance, dès les premiers jours, mère et son agneau, le jeune imite sa mère et apprend à prélever les aliments comestibles. C'est-à-dire qu'il reconnaît déjà toutes les odeurs. S'il goûte, il boit du lait, hein, soyons clairs, mais vous voyez des agneaux de quelques jours jouer, on a l'impression qu'ils mâchouillent, mais en fait, les goûts leur disent déjà des choses, les odeurs, on oublie, mais c'est incroyable comme ces ruminants, y compris des brebis, fonctionnent à l'odorat. C'est des choses que les scientifiques, c'est trop compliqué, hein. Le nez artificiel de la brebis, il n'est pas encore fabriqué. Donc les choses que les scientifiques ne peuvent pas faire de façon technologique, ils n'en parlent pas, quoi. Ah bon, l'odorat? Non, mais si. Regardez, si vous prenez une vidéo et que vous filmez vos brebis, même dans un pré de dactyle, parce qu'il y a les crottes, parce qu'il y a la poussière, parce que c'est un peu terreux, elles n'arrêtent pas de flairer. Et donc elles trient, y compris au sein d'un truc homogène de dactyle, en fonction de l'odeur aussi. Donc l'odorat est vachement... Et cet agneau a déjà l'odorat formé pour reconnaître tout ce que la mère avait choisi quand lui était bien. Donc, hein, et donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Comment ça prélever, tirer dessus, c'est un peu élastique, c'est un peu piquant, ça, voilà. Pourquoi on s'intéresse à ça? Pourquoi organiser l'apprentissage alimentaire chez le tout jeune? En fait, il y a toute une série de bonnes raisons. Favoriser la reconnaissance de toute la gamme des végétaux comestibles. Qu'est-ce qui se mange? C'est pas du tout évident pour un ruminant de savoir qu'un végétal chlorophyllien, ça se mange. C'est pas du tout évident. On lui met pas dans une assiette avec une flèche, là, il faut manger. Non, il choisit au pâturage. Donc, c'est pas du tout évident. Donc, à partir du moment où il reconnaît déjà l'odeur et le goût, ça aide beaucoup. Développer des grosses panses, donc ça j'imagine que vous le savez, pour l'accueil de rations à base de fourrage plus fibreux, des animaux qui ont été toujours nourris avec des trucs genre en silage ou vraiment très denses, très digestibles, font des rumens un peu réduits, et donc il faut des tout petits repas, et doivent régulièrement ruminer, même après 1 heure, quoi. Dès qu'ils mangent des choses un peu plus fibreuses, ils ne peuvent pas accueillir ces fourrages. Tout à l'heure, je vous ai dit, ils compensent aisément une moindre valeur nutritive par des plus grandes quantités mangées, faire des beaux ventres. Encore faut-il pouvoir les rentrer. Donc, aussi, c'est pratique de fabriquer des grosses panses, et ça se fait dans le jeune âge, pas tout jeune agneau, mais enfin, avant les premières mises bas. Ensuite, développer, bien sûr, les métabolismes appropriés de digestion
et de détoxification dans le rumen. Juste parenthèse, toutes les plantes sont toxiques, tout dépend de la dose. Et donc ça, c'est un gros avantage aussi des zones dites embroussaillées, des parcours, c'est qu'une toxine annule l'effet des autres. La diversité permet aux animaux de choisir des choses où on a très bien montré ça, je ne veux pas vous le faire ce soir, c'est trop long, mais après avoir mangé 5-10 minutes d'un truc, on sature le goût, on a envie d'autre chose, et surtout, ça n'a jamais un effet toxique derrière, parce qu'on ne mangera jamais une seule chose. Donc on a des effets de combinaison positive avec manger une deuxième chose annule éventuellement les effets toxiques d'une première. Tout est toxique, une herbe est toxique, le sainfoin est toxique, tout est toxique. Mais un sainfoin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une légumineuse un peu comme la luzerne, qui pour les milieux secs, bon, peut-être qu'au Pays Basque, c'est peut-être pas le bon cas. Enfin, oui, vous connaissez le sainfoin onobriquis, enfin bon, c'est une semée, quoi. Mais bon, voilà, il est blindé de tanins, sauf que justement, donc même une légumineuse semée peut être toxique, sauf que associée avec d'autres choses, ça passe sans problème. Et ensuite, encourager, ça c'est très important, on va y revenir, encourager la curiosité et l'opportunisme alimentaire. Alors pourquoi vouloir encourager la curiosité et l'opportunisme alimentaire? Par exemple, ici, on est à nouveau dans le sud de la Drôme, dans des milieux qui ont des bois, vous voyez, il y a des prés, il y a des landes, il y a tout un tas de types de milieux. C'est qu'on se remarque que chaque jour, en fait, dans les parcs, on trouve, dans des parcs sur landes ou pelouses naturelles, on trouve une grande diversité d'aliments. Donc là, c'est un des seuls graphiques de ce soir. Je vais vous montrer selon deux axes. L'axe horizontal, en bas, c'est ce qu'on appelle les fibres lignifiées. Donc plus c'est riche en fibres lignifiées, donc à droite, moins c'est digestible. C'est un peu, il y a trop de lignine là-dedans, ça se digère moins. Et en axe vertical, à gauche, là vous connaissez bien tous, les matières azotées totales. En haut, 30% de matière azotée totale, c'est vraiment le trèfle blanc en 4e repousse, quoi. C'est la bombe azotée. Et en dessous de 10, là, c'est des feuillages un peu durs ou des vieilles herbes. Et je vais vous prendre des échantillons d'aliments pâturés, c'est-à-dire effectivement on a reproduit précisément ce que broutaient les brebis, en ne prenant pas toute la plante, mais les sections qu'elles avaient envie de prendre. Donc échantillonnage à l'échelle des prises alimentaires. Je vous mets en exemple ce que tout le monde connaît, le nuage de points, donc c'est des patates comme ça, de tous les échantillons, très recultivés, riches en légumineuses. Je dis bien riches en légumineuses. Donc vous voyez, on est à peu près au milieu en fibres lignifiées et c'est riche en légumineuses, riche en azote, heureusement, puisque c'est riche en légumineuses, 17-30% de matière azotée. Allons chercher maintenant du côté des landes et des pelouses naturelles, et même des sous-bois. Les graminées et les dicotylédones. Alors là, c'est un monde, une énorme banane. Ça va depuis moins de fibres, moins fibreux que les cultures d'herbes, et presque aussi riche en azote, quoi. Vous voyez, on est à plus de 25% de matière azotée. Et par contre, comme on est en milieu naturel, évidemment, plus ça mûrit, et puis aussi des espèces qui sont un peu de la paillasse quand même, tout à fait en bas à droite, plutôt riche en fibres et très pauvre en azote. Donc c'est un monde, les graminées naturelles, si vous prenez tout ce qu'il y a dans la gamme, on est ici, fin de printemps et été, début de printemps, fin de printemps-été, c'est extrêmement varié. Prenons les feuillages d'arbres. Souvent, on nous dit, oui, mais ça, c'est vraiment l'aliment de disette. Quand elles se montent, elles mangent ça, les chênes, les frênes, je ne sais pas quoi encore, les saules. C'est vraiment, il n'y a plus rien à leurs pieds. Alors, d'accord. Étrangement, alors, première chose, en matière azotée, vous voyez effectivement que ce n'est pas très riche. 8-15% de matière azotée totale maximum. Par contre, surprise, les feuillages d'arbres sont moins ligneux que les graminées. On dit souvent les ligneux. C'est un mot comme ça. Les ligneux, c'est une expression d'écologue en fait, pour vous parler de l'arbre complet, y compris son tronc, ses branches et tout ça. Sauf que même la chèvre la plus affamée ne mangera pas le tronc et les branches, quoi. Elle trie les folioles, elle trie les limbes de feuilles, elle prend les jeunes pousses éventuellement. Et donc, si on prend les échantillons de ce que des ruminants consomment, les feuillages d'arbres, les feuillages de ligneux sont moins ligneux que l'herbe. Donc moins riches en fibres. Donc ça veut dire plus digestibles aussi. Les parties consommées. Je prends un autre exemple, les légumineuses arbustives. Alors, légumineuses arbustives, il y en a toutes des collections. Les genêts sont là-dedans, typiquement. Qu'est-ce que vous avez? Les ajoncs, les pousses des ajoncs. Là, vous voyez qu'on remonte bien en azote, c'est pas mal. On est autour de 18-20% de matière azotée, là, la patate. Et puis en fibres,
il y en a qui sont plus fibreuses que les cultures, mais la plupart, non, c'est similaire. Pas plus fibreux, donc pas moins digestible, et presque aussi valable que la moitié de la patate des cultures. Enfin, un dernier, les autres arbustes, donc ça c'est tous les petits buissons de sous-bois divers et variés, les lianes, j'ai mis les lianes aussi, il y a les ronces et tous ces trucs-là. Bon, là on est en moyenne, mais vous voyez par rapport à l'herbe, c'est pas très différent des prairies. Par contre, c'est moins bon en azote, c'est un peu comme les feuillages d'arbres. Surtout ce qu'il faut retenir de ça, et je vous le montre parce que, regardez, la patate, comparez un peu la patate de tous les points de culture, d'herbe, de prairie, et si vous faites le bilan de toutes les patates de parcours, c'est x5 en surface, en gamme de choses. Donc si je vous prends un exemple, et on a souvent l'impression que pour offrir de la diversité à un troupeau, il faut mettre des grands espaces. Il faut qu'elles peuvent circuler, qu'il faut qu'elles passent d'un versant à l'autre, et tout ça. Nous, de tous les suivis qu'on a fait sur des années et des années, avec plein de troupeaux différents, une diversité d'aliments peut se trouver sur seulement quelques hectares, parfois 2 hectares. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Je prends ici un exemple. À nouveau en Drôme, l'été, dans un parc comme ça, un bout de sous-bois à côté des prairies. Vous voyez, le troupeau, il n'est pas de côté prairie, il est côté sous-bois. Hein. Je retrouve 80% des valeurs nutritives des références de fourrage de l'INRA dans un parc d'1,5 hectare. 80% quoi, de diversité dans un truc très sale, entre guillemets. Il y a une diversité, une possibilité de choix énorme. Elles peuvent avoir depuis l'équivalent du jeune trèfle en repousse jusqu'à la paille, et ça tombe bien parce que les deux fonctionnent bien ensemble. Donc, à trouver une diversité ne veut pas dire de grands espaces. C'est parfois dans un petit espace qui est un peu bric-et-broc. On va revenir là-dessus. Il y a vraiment un peu de tout dans ce truc-là. Apprentissage, je reviens, puisque je suis à l'échelle de mes années avec l'apprentissage chez les jeunes. Évidemment, en conséquence, vous voyez bien que ce genre de surface est un espace assez pauvre pour l'apprentissage des jeunes. Il y aura le choix entre 4-5 espèces. C'est des prairies au départ qui ont été semées, après qui ont laissé se diversifier. Et par contre, parfois je fais bondir certains de vos collègues, ça c'est un espace riche pour l'apprentissage des jeunes, c'est-à-dire une lande où il reste des choses vertes et très comestibles, notamment que les mères apprécient bien, à la fois l'herbe jeune, le genêt en fleurs, il y a des choses complètement imbouffables, comme le pin, le genévrier, elles ne mangeront pas ça, mais c'est pas grave, on n'attend pas d'elles qu'elles râpent tout, hein, bien entendu, mais il y a toute une gamme, c'est suffisamment clair pour qu'elles puissent circuler, y compris avec leurs agneaux, ce qu'elles font sur cette montagne par exemple. Et en même temps, je ne parle pas du bois derrière, hein, je parle d'ici devant, hein, d'accord. Et en même temps, il y a vraiment une grande gamme d'aliments. Et je vous dis, ces jeunes vont retrouver en plus les goûts et les flaveurs. Et donc, c'est ce que les éleveurs appellent des parcs écoles. Des parcs écoles, notamment pour les jeunes femelles de renouvellement. Alors, si je suis en brebis allaitante, donc avec des agneaux pour la viande, on ne va pas trop s'inquiéter sur les agneaux pour la viande, mais les futures femelles, c'est quand même vachement important. C'est celles qui vont faire les générations et la culture du troupeau, la culture au sens des habitudes. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Comment faire un parc école? C'est assez facile. Première règle, il faut qu'il y ait des aliments déjà connus et appréciés. Ensuite, des jeunes. Hein. Ensuite, il faut des choses nouvelles à goûter, quitte à pas en manger beaucoup, mais des choses qu'on n'a pas encore vues. Et puis surtout, ce qui marche vraiment bien, il faut qu'il y ait des adultes ou des subadultes, par exemple des agnelles, tout ça, déjà expérimentés, qui jouent le rôle de modèle à imiter, modèle comportemental à imiter. Ce que je dois vous dire en plus sur cette diapo, c'est qu'on apprend d'autant mieux quand on n'est pas affamé. On ne va pas apprendre quelque chose de nouveau à des animaux s'ils ont vraiment la dalle. Ça, c'est une loi dans tous les animaux vivants, depuis les oiseaux, les dauphins, les singes, les moutons et les vaches. Quand on a vraiment la dalle, on est capable, y compris d'aller manger n'importe quoi et de s'intoxiquer complètement. Tu vois, aller bouffer des gens ont fait des tests en leur donnant des dalles en béton, des trucs qu'elles n'avaient jamais vus. Elles ont tellement faim. Moi, j'ai eu ça avec des buis, des taureaux qui n'avaient pas le choix. Il y avait du buis, vous voyez ce que c'est? La buccine, ça provoque un arrêt cardiaque si on mange plus que 50 grammes. C'était le seul truc vert à l'horizon. Ils se sont bouffés du buis, ils sont morts, lang. Donc, je ne dis pas le succès d'opération. Par contre, un animal qui a un sentiment qui n'est pas complètement rassasié, mais il n'a plus vraiment faim. C'est des fins de repas. Mais du coup, il devient curieux. Il passe un peu en phase de jeu.
de découverte, de recherche. Il a un peu le temps, il a plus vraiment assez faim pour vraiment avoir mangé beaucoup. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des aliments déjà connus. Un parc école, il ne faut pas que ça soit que du nouveau. Il faut qu'il y ait par exemple la prairie qu'on connaît bien, et en même temps on met le talus avec des choses nouvelles qu'elles n'ont encore jamais vues. Et bien ça marche très bien. Prairie plus un talus marche mieux que la prairie toute seule. Bien, j'enchaîne, parce que je suis pris par le temps quand même. Au niveau du calendrier de pâturage, à l'échelle des mois, donc sur un élevage, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez une multitude de gens et vos collègues d'abord pour penser comment faire un calendrier de pâturage avec différents types de parcelles à enchaîner, rotation par rotation, tout ça selon les saisons, là, comment se présentent les temps. Ouais, on va pas trop parler de ça, mais on va parler d'une chose quand même. À l'échelle de ces enchaînements de parcelles, par exemple des parcs, qu'est-ce qu'on a oublié tendance? On a tendance à oublier quand on fait un calendrier de pâturage. C'est que ces bestioles, elles ont une mémoire. Et qu'on ne lobotomise pas chaque fois qu'on les rentre dans une nouvelle parcelle. Elles rentrent dans une parcelle avec d'une part le souvenir de ce qu'elles viennent d'avoir, et parfois même la mémoire de ce qu'elles ont eu là l'année d'avant. Une mémoire de brebis, c'est sur 2-3 ans. Ça, on a bien testé ce genre de choses. Les animaux ont une mémoire et donc des souvenirs et aussi des envies ou des envies liées à leurs souvenirs de ce qu'elles avaient là. Ils ont une mémoire des lieux incroyable, que ce soit sur une prairie, que ce soit sur une montagne, c'est pareil. Et cette mémoire fait que, du coup, par exemple, vous êtes sur des prairies cultivées, impeccable, super. Puis, il faut quand même éventuellement, coup de chaud, coup de froid, moi j'ai souvent ça, dans le sud-est ou dans le massif central, un coup de froid, ça ne repousse plus au rythme où j'aimerais bien qu'on les retourne. Donc du coup, on va les mettre pour un petit temps sur la lande à côté. Ça tombe bien, c'est le printemps, la lande, elle est superbe, il y a plein de trucs très jolis, des aphilantes, des genêts, des ronces, des rosiers. Elles adorent les églantiers, c'est parfait, nickel. Et puis, une fois que la prairie est repoussée, hauteur d'herbe, correcte, je les ramène dans la prairie. Mais non. Ah mais non, elles font la gueule. Et pourtant, cette prairie dans une pipe, elle a repoussé tout comme il faut. Biomasse, valeur nutritive impeccable, le troupeau fait la gueule. Je prends un autre cas en montagne, pelouse sèche, je ne suis pas au Pays Basque, pelouse sèche en montagne, et puis j'ai quelques crêtes sympathiques où je trouve du sainfoin sauvage, ou du trèfle sauvage de montagne, par exemple, on va appeler ça. Et puis je les fais passer sur ce trèfle de montagne, parce que tant qu'à faire, je ne vais pas le gaspiller, il est là, et puis je les renvoie dans les pelouses. Oh ben non. Ah ben non. Ces pelouses que ça allait bien, une fois qu'on a vu qu'il y a autre chose, je ne vais pas reprendre un vieux slogan, vous connaissez, un autre monde est possible, mais enfin quand même. Et oui, parce que ce qu'on a oublié, c'est que cet animal a une mémoire, ce troupeau a une mémoire, devrais-je dire, et ce que nous appelons maintenant, avec les éleveurs et les bergers avec qui on travaille, ce qu'on appelle le référentiel provisoire d'appétibilité, c'est-à-dire le choix ou les classements qu'ils font des plantes, parce que les brebis, nous faisons des classements, les scientifiques, vous éleveurs aussi, mais les brebis et les vaches en font aussi. Le référentiel, c'est-à-dire la gamme de ce qu'il leur paraît possible d'avoir, a changé. Et donc, la prairie, qui paraissait très correcte, une fois qu'elles ont vu qu'il était possible d'avoir tout un tas d'autres trucs à cette saison-là, par comparaison, cette prairie n'est plus aussi intéressante parce qu'elles viennent d'un autre lieu qui était beaucoup plus divers, avec tout un tas d'odeurs et de couleurs différentes et de goûts, et que cette prairie devient bien monotone, comparaison à ce qu'on a eu juste au-dessus, parfois juste à côté. D'accord ? Donc, ce référentiel provisoire, ça veut dire quoi ? Et oui, ça existe chez l'animal. Donc, référentiel provisoire. Provisoire veut dire que ça ne dure pas 5 ans. C'est à l'échelle d'une semaine, 15 jours, 3 semaines maximum. Parfois, il y a des souvenirs d'une année sur l'autre. C'est facile, 3 catégories seulement. Le meilleur actuellement, c'est-à-dire nous sommes habitués à cette saison-là d'avoir ce genre de truc. Bon, ça, passable. On veut bien s'y mettre, et surtout si on a l'autre aussi à côté, ça marche bien ensemble. Et puis ça, par contre, inacceptable pour le moment. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez le chargement de ce que vous voulez, on ne touchera pas à ces merdes, ou alors, vraiment, on en reparle dans 3 mois, mais là, maintenant, non. Non, parce que non, on n'a jamais eu ça, et il n'y a pas de raison que... Je ne vous parle pas, vous êtes des éleveurs, je ne vous propose pas d'affamer vos bêtes pour qu'elles finissent par manger ça, non. Mais pour le moment, ça ne veut pas dire que dans 2 mois, dans 3 mois, ça sera tout à fait acceptable, puisqu'il n'y aura plus l'autre, elles le savent qu'il n'y a plus l'autre, et que le passable deviendra le meilleur, enfin par exemple. Donc le calendrier de pâturage doit être conçu de telle sorte à ce que les transitions de parcelles ou de quartiers de berger ne modifient pas trop brutalement ce référentiel. En fait, c'est quoi ? Il faut vraiment rendre clair au troupeau
ce qui est offert, c'est ça, les filles. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que c'est réservé pour plus tard en saison, ou parce que on le garde, oui, c'est entre autres ça, ou ça ne l'est plus parce que c'est déjà mangé. Si le troupeau passe sa journée, ou la majorité de sa journée, dans l'idée que le meilleur c'est ça, et qu'il faut qu'on trouve, on va bien essayer de le trouver quelque part, vous avez un troupeau qui consacre tout le temps à rechercher, ou presque tout le temps, 30, 40%, 50% du temps parfois, à chercher des fourrages non disponibles, car ils sont déjà mangés, ou réservés pour plus tard en saison. Je peux m'autoriser une minute de plus que prévu. On a un problème avec les ruminants, je ne réponds pas, c'est que ils ont une excellente connaissance des saisons, surtout quand ils sont adultes évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a généralement au printemps, l'été, l'automne, les odeurs, ça doit jouer énormément. Vous avez vu qu'elles repèrent les glands, même qu'il n'y a encore personne qui est tombé par terre. C'est l'odeur, tout ça. Mais alors, on a beau essayer à l'INRA, quoi, mais on n'a pas réussi à leur expliquer, quoi. Qu'une fois que quelque chose a été mangé sur un lieu super sympa, vraiment, elles se sont régalées là. Ça ne sert à rien de revenir le lendemain pour voir si ça a repoussé dans la nuit. Elles le font à tous les coups. Alors là, les vaches dans le Wyoming, les brebis en Drôme, ou sans doute au Pays Basque, quand il y a un lieu qui a plu, elles viennent revoir là. Elles ont une mémoire incroyable du lieu qui leur a plu. Pour, pas que la bouffe, aussi le confort, on se voyait bien, enfin je sais pas, la météo. Et donc, il y a toujours la revisite pour voir. Et alors vous les voyez, elles sont là, elles virent, elles essayent de vous accrocher les 3 petits bouts qu'elles ont laissés de la veille là. Mais elles perdent un temps phénoménal. Et avant de décrocher, pour finir, elles vous voyez partir en file en disant bon allez ça suffit. 8 heures après, elles sont de nouveau de retour. Mais enfin, comment on leur explique qu'une fois... Là, l'impact du pâturage sur la dynamique de pousse des plantes, ça, elles n'ont pas capté, quoi. Pour elles, c'est vraiment, allez hop, on y remet. Elles auraient aimé que ça repousse comme dans Obélix et Astérix, le domaine des dieux, là, les glands magiques, on arrache les arbres la nuit et on les sème, on sème des glands magiques le lendemain et ça repart direct. Donc du coup, c'est quand même très important, c'est de dire attention, bien ne pas être non plus trop varié tout le temps dans les parcs, pour bien leur faire comprendre sur un moment de saison, c'est ça maintenant, c'est pas autre chose. Tout n'est pas tout le temps possible parce que sinon elles vont toujours tirer à du mieux, du mieux, du mieux. Et puis elles vont faire de plus en plus de difficile pour ce qui est effectivement offert. Au niveau de la journée, l'espace à faire pâturer. Je prends ici un parc avec de l'herbe, du sous-bois de chêne, mais enfin peu importe, c'est du pas trop sale entre guillemets, mais quand même c'est plutôt du sous-bois. En fait, un parc, c'est pas que de la bouffe, quoi. C'est avant tout ce que moi j'appellerais une portion d'habitat écologique pour les animaux domestiques. Alors, ce n'est pas un habitat écologique au sens des aigles ou je ne sais trop quoi, c'est-à-dire que ce n'est pas la reproduction là-dedans, c'est vous qui organisez ça à l'étable ou à l'extérieur en mettant les béliers. Mais c'est quand même un lieu de vie, quoi. C'est pas que manger. Et donc, si on va regarder par exemple de nouveau cet exemple de l'estive en broussailles là que je vous avais parlé tout à l'heure, je vais regarder où l'éleveur a mis sa clôture et ce parc, ce quartier, et donc, excusez-moi, ça ne se résume pas à une quantité de nourriture, ça c'est ce que je viens de dire, donc ça ne sert à rien de le remettre, merci, on enlève. Et je regarde où le gars a mis sa clôture. Voilà, il met sa clôture là. Et alors que ce que je vois là-haut, là, il a mis un bois de pain. Mais alors du genre du pain sylvestre, le machin, il n'y a rien en dessous, quoi, rien du tout. 3 mousses, il n'y a rien du tout dans ce bois. Je dis, mais pourquoi tu mets ce bois? Il n'y a rien à bouffer là-dedans. Il n'y avait qu'à regarder comment le troupeau utilisait ce parc. Tous les midis, on est dans le Drôme, donc chaleur quand même, sécheresse, enfin pas trop sec, mais enfin quand même c'est un peu sec, on est au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la couchade de midi. Le petit bois, il est adossé à la hêtraie, petit coulis d'air frais, un peu d'ombre. Magique de chez magique, vous voyez pas bien, elle a la tête dans le buis. Le buis, c'est un anti-mouche. Il n'y a pas de mouche quand il y a du buis. Et donc c'est le lieu de repos et rumination de milieu de journée. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que quand on a un parc qui comprend un ou des lieux confortables pour les activités de repos et de rumination, n'oubliez pas qu'on n'a pas affaire à des poissons ou des chevaux ou des cochons, quoi. Ça rumine. En gros, c'est les 3-8. 8 heures par 24 heures, je gère. 6-8 heures, je rumine, le reste du temps, je joue, je fais ma relation sociale. La rumination améliore la motivation alimentaire. Si vous avez mal ruminé le repas d'avant, il n'y a aucune raison que vous ayez faim pour le repas d'après. Combien de fois j'ai eu des parcs où il n'y avait pas de lieu
confortable, c'est-à-dire il y a 3 places d'ombre, c'est pas assez bien disposé pour le troupeau, elles n'arrêtent pas de passer leur journée à se pousser les unes des autres pour essayer de se trouver la meilleure place, donc elles ruminent jamais vraiment bien, elles parviennent absolument pas à décoller l'après-midi, quoi. Et donc on se dit, oui, mais alors elles n'ont pas envie de bouffer, là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, mais c'est pas parce que le fourrage n'est pas bon, c'est pas parce que l'espace il n'a pas les ressources qu'il faut, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le lieu de repos et de rumination confortable en milieu de journée. Ça peut être valable pour la nuit aussi, puisqu'il y a une grosse rumination en fin de nuit, vous savez ça. Et donc, s'il manque ces espaces confortables pour le repos et la rumination, la motivation alimentaire est bien moindre. Et du coup, et c'est ça qui est parfois compliqué à comprendre, la valeur alimentaire du parc est moindre aussi. C'est pas qu'il y a moins de fourrage, c'est qu'elles auront beaucoup moins envie d'y manger parce qu'elles auront mal ruminé. Donc offrir simultanément un espace offrant une gamme variée ou moins variée, ça dépend de ce que vous avez, de fourrage, et aussi et surtout des lieux de repos avec rumination, qui font repos et rumination, c'est ça qui va améliorer beaucoup la valeur du pâturage. Bon, là par contre, vous le savez bien, je crois, c'est déjà des pratiques. L'espace est aussi un espace où parfois le troupeau se focalise trop sur certains secteurs plus appréciés. Donc vous avez surpâturage quelque part. D'un côté surpâturage, je ne veux pas dire qu'on vire le sol, hein, mais enfin en gros c'est gratté, vraiment gratté à certains coins, et complètement délaissé sur d'autres côtés. Donc je sais que plusieurs d'entre vous utilisent du sel, c'est normal, c'est plus facile à transporter tout ça. Nous en montagne sèche, puisque quand même ça manque d'eau, il y a quelques pistes et tout ça. C'est vrai que des éleveurs utilisent de plus en plus des points d'attraction artificiels, comme par exemple ici, un bac avec une tonne à eau qui peut être amené par la piste et un long tuyau pour ne pas le mettre n'importe où. Et mettre ça, si possible, comme vous faites, j'imagine, le sel ou l'eau, pas dans l'endroit où on est sûr qu'elles vont et qu'elles revont le bas du parc, la porte en bas, que déjà elles y vont tout le temps, surtout si c'est juste un bloc à sel, c'est facile à trimballer, en leur montrant une fois. Elles ont repéré, même si elles n'y vont pas tout de suite. Hein. Elles savent que c'est là et elles y repasseront. Et tout en y allant, on verra. C'est pas nécessairement en y allant, mais c'est en revenant. Moi, j'observe qu'elles remangent aux environs. Donc, je prends toujours l'exemple, et on pourra en discuter pour ceux qui viendront demain, par exemple, sur les visites de terrain. Parfois, en changeant simplement le lieu de la porte du parc, clôture fixe ou mobile, en changeant le lieu de la porte du parc, vous allez modifier le circuit qu'elles font, surtout si c'est des brebis laitières, que vous ramenez le soir ou pas, même si que vous ne ramenez pas, mais enfin que vous allez visiter éventuellement, des choses comme ça, ou que vous allez le voir avec un peu de sel en main, ça vaut la peine parfois. Bon, je sais pas comment vous faites ça, j'ai pas de recette, hein, mais moi je vois ce que des éleveurs font parfois. Ils disent ça vaut le coup de passer un quart d'heure, 20 minutes pour aller les voir, parce qu'on garde une bonne relation. Et puis en plus, elles leur font un circuit du coup qui revient vers la porte. Et là où j'ai mis la porte, du coup, nous on observe que les 2 dernières heures du repas de l'après-midi, elles continuent à manger tout en allant plus ou moins vers la porte. Donc ça se voit très bien avec des vaches laitières, évidemment. Ça se voit bien avec des chèvres laitières aussi, parce qu'elles vont se faire traire. C'est qu'en changeant où on met la porte du parc, on peut faire manger des secteurs. Typiquement, si là vous aviez un secteur pas mangé, pas très bien mangé, plutôt que d'aller foutre la porte à l'autre bout, vous le mettez de ce côté-là. Parce qu'elles vont finir leur repas en allant vers la porte. Elles ont 2 orientations, finir de manger et en même temps aller vers la porte. Et tant qu'à faire, du coup, on mange que plus volontiers, pas complètement, mais plus volontiers ce qu'il y a du côté de la porte. Bien. Enfin, dernier niveau, stimuler au cours des repas. Je vais aller vite puisque je pense qu'on ne va pas parler des pratiques de berger avec vous, mais c'est des choses qui me tiennent vraiment très à cœur. Stimuler l'appétit au cours des circuits repas. C'est quand même important que je vous amène à la notion de repas. Je pense que vous en êtes tous conscients dans ce que j'en peux discuter, mais souvent, quand on fait les tables de valeur du fourrage, on parle des quantités consommées par jour, et on ne parle pas du fait que les animaux s'organisent en repas. Repas du matin, repas du soir, parfois 2 repas, parfois on découpe en plus de repas, selon la météo, il y a parfois jusqu'à 5 repas dans la journée. Quand même, on n'est pas des chevaux. Hein. Les chevaux peuvent faire jusqu'à 16 repas, des petits repas de 20 minutes. Non, des ruminants en général, c'est des repas de 2h30, 3h, jusqu'à 5h, parfois quand c'est des tout petits fins, comme ils ont un peu tendance maintenant à devoir vraiment trier du tout petit, des toutes petites bouchées, ça prend plus de temps à manger, donc il faut rallonger le temps de pâturage, quoi. Donc le circuit repas, c'est on se déplace tout en faisant un repas. C'est au moins 2 repas par jour minimum. Et des bergers stimulent l'appétit, et c'est retenir simplement l'effet de ça. C'est pas pour vous dire qu'il faut faire le berger. En provoquant en cours de repas ce qu'on appelle des synergies alimentaires entre les secteurs successifs de pâturage. Donc vous avez un secteur 1, un secteur, bon, c'est quoi? Ça serait
pour un troupeau, allez, un petit troupeau, quoi. Je ne vais pas mettre 2000 brebis, là, je vais mettre 300 brebis, ça serait un peu la surface du bâtiment, quoi, en gros. Un secteur, quoi, où là, le bâtiment plus la place. On a garé les bagnoles. Donc, c'est pour donner une échelle. Et puis, un deuxième secteur, et puis un troisième secteur. Et synergie, c'est qu'il y a des interactions positives entre les secteurs. C'est-à-dire, on ne fera pas manger le même le secteur 2, selon qu'on vient du secteur 1. Si on était venu du secteur 3, elles n'auraient pas réagi de la même façon dans le 2. C'est vraiment l'ordre des choses qui compte presque plus que ce qu'il y a dedans. C'est l'organisation d'un enchaînement qui stimule l'appétit. Quand je dis stimule l'appétit, c'est que nous mesurons à la fin qu'elles ont mangé, je vous redis, le double à peu près de ce qu'on aurait pu prévoir à partir de la valeur nutritive des plantes qu'il y a là. Donc des performances, on allait un berger, voilà, on allait facilement, on produit du lait, ou on remet en état sérieusement des brebis en estive. Un exemple, vraiment, je reste sur vraiment que des photos. On est ici dans le sud des Cévennes avec une chevrière. Premier secteur, ça vous donne une échelle d'espace un peu. Deuxième secteur. Vous voyez que les secteurs, c'est jamais uniquement de l'herbe ou du bois, c'est parfois le mélange des deux, mais c'est pas exactement le même contenu. Peut-être que dans le deuxième patate, il y a des arbustes que les chèvres aiment vraiment bien, alors que dans le premier, c'était plus ouvert, plutôt des anciennes terrasses. Troisième secteur, on ressort des bois, on fait vraiment, par exemple ici, ce jour-là, un bout de terrasse, et puis on finit à nouveau plutôt dans du bois, le tout faisant 3-4 heures, et puis comme c'est quand même, on rentre le soir. Donc ça, c'est un circuit avec, par exemple, l'enchaînement de 4 secteurs. C'est pourquoi on se retrouve, et je vous amène ici en Cévennes, on est juste un peu plus du côté de Montpellier, dans ce genre de paysage. C'est vraiment ce que j'ai trouvé qui ressemble de ce que j'imaginais de certains coins un peu embroussaillés du Pays Basque, mais c'est peut-être faux, hein, parce que c'est du genêt purgatif, donc vous n'avez pas ça. J'ai trouvé un peu de fougère à l'avant-plan, puis un peu du bois derrière. Vous avez l'impression, et vous restez à côté de ce troupeau, vous dites non d'une pipe, quelque part c'est du super sale, quoi. Hein, et elles ont l'air de s'y accrocher comme si c'était un super pré, quoi. Alors c'est vrai que la photo est mal cadrée, puisque si je cadre dans un coin, je tombe plutôt là-dessus. C'est-à-dire il y a aussi le berger, son savoir-faire, ce secteur où elles appréciaient tellement, il était donné dans un certain ordre dans le circuit. Elles ne sont bien sûr pas sur la photo d'avant avec un filet, obligé à toujours être pendant toute la journée sur la même zone. C'est un truc qui durait 3/4 d'heure, 1 heure et demie, et qui vient de quelque part et qui va ensuite sur un autre lieu. Et donc le circuit de berger permet de stimuler l'appétit encore bien au-delà, parce qu'il conçoit des complémentarités, des interactions positives entre les différents lieux du circuit. Donc, en conclusion, un territoire pastoral. Là, je repars dans les Alpes. Avec un berger, c'est chiant, ça pourrait être des grands parcs, mais là, je vais avec un berger. Enfin, c'est pour le principe, je mets un troupeau quand même, parce que sinon, ça, c'est pas très intéressant. Un territoire pastoral, sur un territoire pastoral, aucun secteur de pâturage n'a de valeur fixe. Ça, c'est des secteurs, par exemple. On découpe des secteurs selon ce qu'il y a, selon où ils sont, selon le moment de la saison. On va y trouver plutôt ça que ça. Chacune des valeurs est construite, c'est-à-dire organisée par le gars là. Ça pourrait être une femme. Il y a beaucoup de bergères aujourd'hui dans les Alpes. Chacune des valeurs est construite par l'organisation des enchaînements de secteurs en cours des circuits de pâturage. Un troupeau fait toujours un circuit. Même des vaches laitières en Bretagne ou en Lorraine font un circuit dans leur pré. Et quelque part, ces circuits ressemblent pas mal parfois d'un jour à l'autre. Le bas moins important, avec un peu humide, le haut un peu plus séchant, la porte de ce côté-là, l'eau. Le circuit, elles enchaînent d'elles-mêmes. Il n'y a pas le moindre berger avec des vaches laitières en Lorraine, vous imaginez bien. Mais quand même, ces vaches font des circuits, y compris dans un pré. Et donc d'anticiper comment est-ce qu'elles vont circuler là-dedans. Est-ce qu'il y a des zones qui vont se compléter parce qu'une fois qu'elles auront passé un moment là-dedans, elles apprécieront d'aller là, et puis elles vont revenir. C'est quelque chose qui est vraiment très utile à concevoir quand on raisonne où on met ses clôtures. Est-ce qu'il faut mettre le bout de bois en plus, le talus en plus, ou au contraire le bois en moins, parce qu'elles ont tendance à trop y aller. Enfin, voilà, c'est de penser que tous les troupeaux du monde font des circuits, et que les circuits, c'est un enchaînement de zones différentes dans les repas, et en général, il y a au moins 2 repas dans la journée. Donc, on oublie complètement, dans cette idée-là, l'idée de faire des cartes
de valeur pastorale de massifs entiers. Je crois qu'on a fait la carte de valeur pastorale des Pyrénées à partir de photos satellitaires qui ne traitent que des biomasses et de l'état du couvert végétal selon la signature infrarouge de la photo. On oublie l'idée d'aller mesurer uniquement la hauteur d'herbe et la biomasse ou de mettre une boîte pour éviter que les brebis mangent, pour estimer combien a été mangé plutôt que. Mais non, parce que la boîte, on ne saura pas où elle est dans le circuit, si même elles vont passer là. Elles vont manger différemment autour de cette boîte selon qu'elles viennent de la gauche, de la droite, du bas, du haut, qu'elles soient à la descente, l'après-midi, le bas. C'est une histoire, un versant de montagne ou une colline, c'est une histoire d'organisation de circuit dans le temps. Organisation de circuit peut être aussi un circuit, je vous dis, spontané par le troupeau, pas nécessairement guidé par un berger. Et donc la carte avec des couleurs, c'est meilleur, c'est moins bon, c'est différent, oublie complètement le fait que le troupeau va circuler entre les couleurs et que c'est les enchaînements de couleurs qui vont donner la motivation à manger. Dans quel ordre je peux raconter? C'est pas un ordre fixe, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça peut changer, mais c'est le fait de passer d'une couleur à l'autre qui donne de l'intérêt au milieu. Pastoral, je précise. Conclusion. Alors, c'est pas un basque, hein, je précise. Mais enfin bon, je crois qu'il a pas mal fréquenté le Pays Basque, donc il a dû ramener quelques équipements. Il est par ailleurs, c'est Antoine Le Gall, qui est par ailleurs président de la Fédération nationale des bergères et bergers. Et je crois qu'il y a des gens de chez vous qui sont adhérents aussi de leur fédération. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une pratique et des connaissances. Et donc je m'amuse par exemple là sur cette photo, je lui dis mais il y a plein de choses à manger ici et pourtant elles n'ont pas l'air satisfaites. Alors il dit mon parc est mal fait, c'est du filet. Le parc en filet, 8 filets, 10 filets parfois, non quand même. Et alors que je lui réponds, il est trop petit ton parc. Et il me répond, ben non, en fait il est assez grand, mais il est trop en longueur. Ce qui fait qu'elle n'arrête pas de chercher sans se stabiliser. Des parcs trop en long, un troupeau de brebis fera du ping-pong. Du genre, on part à gauche, on va vers la droite. On a l'impression qu'elles ont eu du mal à mémoriser ce qu'il y a dedans. Et ça fait un couloir, et un effet couloir. La forme du parc peut changer ce qu'elles mangent du contenu du parc. Je n'en dis pas plus, sinon on reviendra sur des questions. Une autre, puisque c'est la fin. Un autre berger, parce qu'il cause, hein, j'ai plus de facilité à causer avec les bergères et les bergers qu'avec les vaches, donc je discute plutôt avec les humains. Je lui demande, là on est en fin de saison d'été, sur des estives, pareil dans les Alpes, qu'est-ce qu'elles valent ces grosses herbes? C'est un peu pailleux quand même, hein. Bon, un peu mûr quoi. Alors il me répond, bon, ça dépend. Alors moi je me fais le scientifique de service là. De quoi? De la saison? Du genre, elles sont trop mûres? Un peu. Visiblement, je l'emmerde avec mes questions. Puis comme il voit que je suis un peu bougon, là, que je l'embête avec mes questions. Il me répond, alors il va. Mais ça dépend surtout de ce qu'elles ont en tête et aussi de comment j'aurais réussi à les mener. N'oublie pas, c'est un berger. Il passe la journée avec quelqu'un. Eh oui, mais on comprend pourquoi ce gars avait du mal à me répondre. Qu'est-ce qu'elles valent, ces grosses herbes? Parce que ce qu'il devrait me répondre s'il prenait le temps, mais il n'a pas le temps parce que c'est pas son métier de répondre à des questions. Ça dépend qui me répond. Voilà de quoi ça dépend, de tout ce qu'on a regardé. Est-ce qu'elles avaient appris à manger ce genre de trucs à l'échelle des années, organiser les apprentissages pour éviter, je résume un peu tout ce qu'on s'est dit puisque c'est la fin, pour éviter les effets de naïveté, notamment chez les jeunes femelles de renouvellement. Est-ce que c'est la première fois de leur vie qu'elles voyaient ça, ou est-ce qu'elles connaissaient déjà très bien, et est-ce qu'elles avaient apprécié ou pas? Est-ce que le calendrier de pâturage et ses secteurs ne modifiaient pas trop brutalement? Est-ce qu'elles ne mangeaient pas ces grosses herbes en ayant en tête le petit trèfle? Ou est-ce qu'elles mangeaient ces grosses herbes en disant, bon bah oui, le petit trèfle, de toute façon, il n'y en a plus, et puis on n'en a jamais eu à cette saison, de toute façon, donc il n'y a pas besoin de le chercher. C'est pareil, elles ne mangeront pas pareil. À l'échelle des jours, est-ce qu'effectivement son espace était bien foutu? Est-ce qu'il lui fallait faire des kilomètres pour aller chercher l'eau? Est-ce que le sel, il avait réussi à mettre des pierres à sel en cours de route ou le soir pour bien construire son terrain? Et enfin, est-ce qu'il avait réussi à faire, comme il dit, est-ce que ça dépend comment je les aurais réussi à les mener, un circuit repas qui avait permis de stimuler leur appétit? Et des effets en retour, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Enfin, donc, pour conclure, et je remets le logo de l'INRA exprès pour montrer que c'est nous, mais pas que nous, il y a beaucoup de gens dans le monde avec qui travaillent un peu dans notre sens, les surfaces pastorales ne sont pas des milieux pauvres. J'espère que, en tout cas, vous avez appris, enfin vous n'avez pas peut-être appris ça, mais
Compris que moi je suis persuadé de ça et les raisons de pourquoi. Moi j'entends même un INRA encore milieu difficile, milieu pauvre, ça vaut rien. En fait, elle se révèle de valeur alimentaire. Valeur alimentaire, je vous rappelle, hein, pas valeur nutritive. Envie de manger et quantité de nutriments effectivement consommés au bout de la journée. De valeur proche et parfois supérieure à celle des prairies cultivées. Supérieure, je dis bien. Mais, il y a un mais. Lorsque les animaux ils sont conduits avec les savoir-faire appropriés. Et ce que vous aurez compris peut-être aussi ce soir, c'est que le savoir-faire approprié, c'est pas un truc qui sort d'un labo, c'est un truc qui sort de décennies et décennies, parfois peut-être même plus, d'essais, erreurs, de tests, d'expérimentation d'éleveurs et des bergers, parfois des jeunes qui ne connaissaient pas, c'est pas nécessairement des filiations, mais qui ont testé toute une série de choses et qui, heureusement, ont eu le plaisir de, si ce n'est nous enseigner, mais communiquer, en discuter, nous laisser faire les suivis, évaluer effectivement combien est mangé et comment avec eux, et que c'est des trucs qui ont été construits dans la pratique en fait. C'est pas de l'expérimentation en labo, c'est de l'expérimentation et de la validation par les performances chez les éleveurs. Moi, je n'ai jamais travaillé en station expérimentale. J'ai toujours travaillé avec mes collègues et puis les autres réseaux chez des gens comme vous, quoi, ou comme. C'est pas que d'abord il n'y a pas de station expérimentale pastorale à part le lycée de Carmejeanne, et puis un peu le domaine du Merle où ils vont en transhumance dans des estives, mais c'est les deux seuls en France, je crois, à ma connaissance. Donc de toute façon, en plus parfois des troupeaux expérimentaux, c'est un peu bousculé dans tous les sens. Il y a moins de richesse que chez un éleveur ou une éleveuse, quoi, et notamment sur ces questions d'apprentissage. Et donc c'est merci, j'ai pas mis les photos de tous les gens qui nous ont aidés pendant plus de 25 ans, quoi, en fait, sur ces genres de travaux, parce que c'est pas un truc qu'on. Mais punaise, il y a eu de l'investissement de fût-ce que d'accueillir les chercheurs, leurs stagiaires parfois, et puis et de prendre le temps de raconter, de discuter, de leurs doutes, de à quoi bon peut-être, tu crois que je fais bien, je sais pas, parce que personne n'est sûr, il n'y a pas de recette comme l'a dit Clément. C'est des façons de voir les choses et du coup de tester, de faire. Si pour ceux qui voulaient en savoir plus, et tout est disponible ici bien sûr, il y a 2-3 écrits, dont un simple, je crois qu'on vous a communiqué ou qu'on vous communiquera déjà, qui en 4 pages ou 7 pages résume un peu ce que j'ai raconté. C'est moins long, mais qui s'appelle Des ressources sauvages à construire, c'est le même titre. Pour ceux qui s'intéressent ou qui connaissent des gens qui s'intéressent aux pratiques et au savoir-faire de berger. C'est pas un manuel de berger, hein, c'est à peu près, il y a 33 auteurs là-dedans, 9 scientifiques, 9 bergères aussi, qui ont écrit directement là-dedans. Ça s'appelle un savoir-faire de berger. C'est sur la garde, sur la pratique de la garde. Donc c'est pas les parcs, tout ça c'est la garde. Et puis un dernier petit bouquin qu'on a sorti très récemment, qui s'appelle Composer avec les moutons, lorsque des brebis apprennent à leur berger à leur apprendre. Et j'ai mis une faute d'orthographe monstrueuse. Oui, très bien, vous oubliez le S, bravo, pour dire que j'ai fait ça pour vous. Parce que ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux dès qu'on fait des entretiens, dès qu'on fait des enquêtes avec des éleveurs et des bergers, ou éleveurs-bergers. J'ai beaucoup travaillé aussi nous avons travaillé pas mal avec des gens qui parfois gardaient une partie de l'année leurs propres bêtes ou avec des bêtes d'autres en pension. Et donc, ils sont à la fois producteurs, d'accord, et en même temps, ils ont une pratique de garde et parfois aussi des parcs, enfin, ils mélangent tout ça. Mais et la chose qui arrive à chaque fois, c'est que je peux rien prétendre apprendre à mes brebis à faire un peu autrement, à manger autrement, manger autre chose, à être moins difficile, au contraire être plus curieuse. En fait, c'est avant tout de l'observation, c'est avant tout comprendre ce qu'elles ont en tête, leur proposer autre chose, ou différemment, voir comment elles réagissent. Et donc c'est ça, composer avec les moutons, c'est de dire, de toute façon, c'est elles qui vont aussi nous apprendre une partie des choses, et nous, on peut du coup en retour. C'est une relation, un échange, quoi. On ne peut pas dire, ouais, voilà, vous faites ça, et puis ça suffit, la schlac, quoi. En pastoralisme, c'est toujours des. Ouais, c'est ça. Je prends les pieds dans la moquette à la dernière seconde de l'exposé, c'est parfait. Parce que c'est difficile à résumer. C'est de dire vraiment, enfin, vous devez le savoir mieux que moi si ça se trouve, même en plus, quelle arrogance. C'est de dire, c'est toujours suggérer quand même à un troupeau, et puis voir assez vite regarder ce que ça donne, comment elles réagissent, éventuellement corriger derrière, ou leur offrir autrement. Une année n'est jamais l'autre. Donc c'est pas des modèles tout carrés, de toute façon en pastoralisme, c'est pas des modèles carrés, c'est toujours des ajustements, des essais, des erreurs, et c'est quand même le troupeau qui va avant tout vous dire ce qu'il en pense, ce qu'il en juge, ce qu'il apprécie ou non. Par contre, il ne faut pas oublier qu'elles ont une mémoire
et qu'elles sont capables d'apprendre des choses nouvelles. Une vache que vous sortez d'un camion, vous ne savez pas d'où elle vient, ça vaut la peine vraiment, comme le font mes collègues américains, parce que c'est des longues distances, de passer des heures, s'ils ne vont pas voir l'élevage d'origine, qu'est-ce qu'elle a déjà connu, où elle était, tu peux m'envoyer des photos, c'est-à-dire une vache descend du camion ou un lot de brebis avec une expérience déjà. Et je vous dis, cette expérience, elle a commencé, y compris dans le ventre de la mère. On a retrouvé quand même des choix alimentaires à 4 ans, en mélangeant 4 origines de troupeaux, des choix alimentaires sur les mêmes parcelles à 4 ans d'âge, dont 2 tiers des choix étaient liés à ce qu'elles avaient vécu en première année, à l'âge de 4 ans. Donc une fois qu'on a appris jeune, on se le garde pour un moment. On peut apprendre à des plus âgés, comme moi, comme vous, enfin plus comme moi, c'est peut-être trop âgé. Mais c'est plus long. Il faut du coup plutôt des guides, des gens, des animaux qui montrent que c'est possible en mettant une sonnaille. On peut redynamiser un troupeau avec des animaux qui sont déjà un peu plus expérimentés vis-à-vis du lieu. C'est beaucoup plus facile quand on commence avec des jeunes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ça ne se fait pas comme ça en un an, ça se fera en 2, 3 ans. Vous parvenez à un jour, moi c'est mon plaisir quand parfois une éleveuse ou un éleveur me dit: purée, cette année je ne reconnais pas mon troupeau, il se met à faire des trucs que je n'imaginais pas que ça les intéresse. Et là ça réveille aussi la curiosité souvent et le plaisir du métier. Quand le troupeau vous surprend, ça c'est quand même le troupeau au sens, oui voilà comment elles font, comment les horaires, les trucs. Ça c'est ça qui est agréable je crois parfois en élevage quand même. Merci.